Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Comme vous voyez, aujourd'hui, on a un invité avec nous, une figure montante des médias québécois, Rémi Villemur, qui a publié un livre avec Gilles Proulx récemment. Quand même très, très, très intéressant. On va en discuter aujourd'hui sur Yann et Frank. Yes, merci Rémi d'être là. Écoute, je montre ton livre à l'écran. Ne jamais se taire, mes échanges avec Gilles Proulx, le délinquant des ondes. Comment il a pris ça quand tu lui as dit que tu allais appeler ça le délinquant des ondes? Écoute, je vais peut-être te décevoir, mais c'était son idée. Alors, c'était son idée? Puis, ouais. Donc, ne jamais se taire, c'était l'idée de l'éditrice. Puis ensuite, lui, il trouvait que c'était pas assez, et je le cite, fracassant. Donc, il disait, c'est pas assez fracassant. Et là, il dit, ça prend le voyou, le délinquant. Puis là, j'ai dit, hey, c'est quand même... c'est pas un livre sur un goon non plus, les Flyers de Philadelphie des années 70, mais il assumait ça, il voulait ça. Lui, il se considère comme un bum, un délinquant, une espèce de voyou. Là. Fait que c'est... Mais je pense qu'il a raison un peu aussi. Oui, bien, ça, c'est drôle parce que j'avais noté, dans les trucs que j'avais notés dans ton livre, il y avait beaucoup ça. J'ai appelé ça le paradoxe de la vulgarité chez Gilles Proulx. C'est que c'est un monsieur qui, en même temps, insistait beaucoup sur la qualité de la langue, le français, la culture, tout ça, mais en même temps, quand tous ces grands moments connus de radio, c'est des histoires, le petit bâtard, la petite cochonne. Là, tu te dis, OK, ouais, c'était... Fait qu'il y a comme un côté chez lui qui est un peu paradoxal, là, qui en même temps voulait élever le niveau de la conversation, mais des fois descendait très bas dans la vulgarité. Ça, puis dans le livre, tu en parles avec lui, là, justement, puis peut-être je te laisse l'expliquer, là, mais en gros, il ramène ça un peu à son milieu, là, d'où il vient, puis pour qu'il dit, c'est de même que t'accroches les gens, finalement, qui viennent de ce type de milieu-là. Oui, tu as bien relevé la contradiction qui, d'ailleurs, est dans chaque être humain. Là. Tous les êtres humains sont pleins de paradoxes, mais pour lui, il trouve qu'il y a une bonne excuse. Lui, il dit, non seulement je viens de Verdun, les années 40, c'est un quartier ouvrier, c'est l'équivalent un peu de... C'est pas Limoilou à Québec, là, c'est plus comme le Saint-Roch, mais avant que ça soit beau. Ouais. Là, vraiment, là, comme tu marches dans la rue, puis tu as de la bagarre, puis tout, mais... Lui, il dit, c'est pour ça que j'ai traîné ça avec moi, mais c'est aussi parce que moi, j'avais une mission dans la vie, puis c'était de parler avec le policier, l'avocat et le gars qui travaille chez le nettoyeur, puis l'itinérant. Il fallait que je parle à tout le monde. Il fallait que tout le monde me comprenne, que tout le monde entende le message. Fait que pour lui, le langage châtié, puis aussi le langage un petit peu un moins bon registre, c'était une façon d'accéder à tout le monde. Mais je trouve que ça a plus l'air d'une excuse qu'il a réussi à construire avec les années. Moi, je pense que Gilles Proulx, c'était un gars qui voulait bien que tout le monde parle bien, sauf lui. Puis c'est correct. Un homme des années 40, un peu orgueilleux aussi, que je salue d'ailleurs. Comment ça se passe, c'est l'écriture de ce livre-là, de votre côté? Je pense que c'est un échange de lettres que vous parliez, mais est-ce que vous le faites en personne beaucoup? Est-ce que c'est des longs entretiens téléphoniques que vous avez pour l'écriture du livre? Non. En fait, on s'est rencontrés dans une taverne. Lui, c'est... Bon, au début, il m'avait appelé parce qu'il voulait que j'écrive sa biographie. Et moi, j'avais jamais écrit un livre, donc je lui ai dit, écoutez, Monsieur Proulx, je suis flatté, mais je peux pas écrire une bio comme premier livre parce qu'ensuite, on va m'étiqueter biographe, puis là, ensuite, on va m'approcher avec des projets, puis c'est pas... j'ai pas envie même de... Parce qu'à ce moment-là, t'es pas vraiment dans les médias, probablement, ou tu y es presque pas, ou... Je fais de la radio avec Richard Martineau, mais c'est tout, tu sais, lui a entendu parler de moi parce que quand il a souligné ses 60 ans de carrière en 2022, je pense... il est allé faire une chronique à la radio. On lui a rendu un hommage. Puis, pendant la chronique, il a dit en ondes, il n'y a pas de jeunes qui tripent sur moi. Tu sais, vous avez tous rassemblé des témoignages de gens qui ont un certain âge. Mais moi, c'est ma plus grande déception dans la vie, c'est qu'aucun jeune soit capable de remarquer ce que j'ai fait. Puis là, moi, j'ai écrit une lettre ouverte en disant, c'est pas vrai ça, qu'il n'y a pas de jeunes qui tripent sur Gilles Proulx. Fait que là, à partir de ce moment-là, il s'est dit, ce gars-là va écrire ma bio. Donc, il m'avait appelé. Il avait trouvé mon numéro de téléphone.
Et moi, j'avais refusé. Et là, il m'avait rappelé. Et j'avais refusé. Il m'avait rappelé, j'avais refusé. Puis à un moment donné, j'ai comme allumé. Je me suis dit, je pense que non seulement il lui manque quelqu'un pour écrire sa bio, mais il y a un contrat avec un éditeur, puis il a promis à l'éditeur un auteur, parce que ça, il insiste ben trop. Fait que j'y ai dit, écoutez, je suis prêt à rencontrer l'éditeur. Puis là, lui, il était content. Mais moi, de mon côté, j'ai mis sur pied un autre projet. Puis quand je suis arrivé devant l'éditrice, en fait, qui est une femme, elle était convaincue que je m'en venais signer des papiers pour être biographe, mais j'ai dit, j'ai un autre projet pour vous. C'est Monsieur Proulx a 84 ans, j'en ai 29 à l'époque. On va s'asseoir dans une taverne. Il va boire ce qu'il veut boire. Moi, je vous dis tout de suite, je vais boire de la bière. Puis on va jaser. Puis on va mettre en commun comme ça les idées de personnes qui viennent de 2 générations complètes. Puis elle était un peu sous le choc parce que c'était pas du tout ça qu'elle pensait rencontrer aujourd'hui. Elle pensait rencontrer l'auteur. Puis même lui, il me regardait avec des gros yeux de même. Mais j'ai dit, c'est ma condition. Moi, je peux m'en aller. Puis ils ont accepté. Fait que ça a donné, c'est ça, c'est 35 heures dans une taverne. Moi, je crois aux bonnes vieilles rencontres. En personne, on se serre la main, on se touche, on est 2 êtres humains dans un monde où on peut encore se parler comme ça. Donc, il n'était pas question de faire ça au téléphone, il n'était pas question de faire ça à l'écrit. Et pour la petite histoire, Gilles Proulx n'écrit rien. Gilles Proulx n'a jamais écrit une chronique de sa vie, n'a jamais écrit un de ses livres non plus. Il n'est pas capable d'utiliser un ordinateur. Donc, ça n'aurait pas été possible d'écrire des choses à Gilles Proulx. Gilles Proulx a toujours eu besoin d'un rédacteur, donc évidemment, c'est moi en l'occurrence, cette fois-ci. Fait qu'on parle d'une 10 à 12 rencontres à peu près à une taverne. À peu près. C'est quelle taverne, juste pour le fun? Ben, c'est une taverne dans Hochelaga, qui est mon quartier d'adoption. Ça s'appelle le Davidson, un bar qui ouvre à 8 h le matin puis qui ferme à 3 h le soir. C'est une vraie taverne. Une vraie taverne. Puis à 8 h, il y a du monde en passant. À 8 h, moi, des fois, je passe là, en revenant du gym, puis il y a du monde avec leur Les habitués. Les piliers de bar. Les piliers, ceux qui te regardent quand tu rentres. Là. Exactement. Ouais. Mais t'en parles, ça, dans le début du livre, du choix d'un endroit. Au début, tu dis, j'avais pensé aller dans un parc. Tu dis, ouais, mais mettons qu'on arrive, il n'y a pas de banc de parc. Je ne ferais pas asseoir Gilles Proulx à terre à 80 quelques années. Où est-ce qu'on va aller? Puis maintenant, tu dis un truc que j'ai trouvé drôle. Ben, pas drôle, mais tu dis, faut aussi trouver un endroit où on se fera pas écœurer. Dans le sens, Gilles Proulx, tu racontes ça dans le livre, un moment donné, il va dans un Tim Hortons, puis il y a un gars qui vide un café dessus, tu sais. Ouais. Puis tu dis, toi, tu dis, moi aussi, tu sais, je reçois régulièrement des emails de monde, c'est des gens avec qui j'étais, des gens qui m'ont reconnu à l'université et qui me disent, toi, je t'haïs ou je sais pas trop quoi. C'est comment vivre à Montréal quand on n'a pas les cheveux mauves, des pins dans le nez, puis quand on se promène avec Gilles Proulx? C'est pas évident. Écoute, c'est une ville universitaire, OK? Donc, tu as des gens qui sont convaincus d'être plus intelligents que les autres, pourtant. C'est très à gauche. On le voit à chaque fois qu'il y a une élection, sur le plan municipal, fédéral, provincial. Pas juste les jeunes, les gens sont vraiment convaincus d'être dotés d'une morale qui est supérieure. Donc, on vote à gauche, puis les gens qui pensent différemment, c'est des vidanges. Donc, moi, je le savais qu'il fallait que j'évite ça. Gilles Proulx me l'a appris au cours de nos rencontres qui vivait encore aujourd'hui avec une certaine violence, ce qui m'a fait de la peine d'ailleurs, parce que c'est quand même un homme, tu sais ça, qui est rendu à 85 ans. On ne veut pas que notre grand-père ou que notre arrière-grand-père ait peur de sortir de chez lui. Il se défend. Moi, l'éditrice m'avait dit de ne pas mettre ça dans le livre, mais je peux quand même vous le dire, les gars, il se défend. Là. Comme la fois où il y a eu le café d'en face, ça a fini en coup de pied d'en face, puis coup de poing sur la gueule. Parce que, tu sais, il est quand même raide. Il est raide pour un homme de son âge. Il n'est pas du tout malade, il n'y a pas de maladie, pas de cancer. Le gars, il est sec comme un biscuit soda. Puis les gens au Tim Hortons de Verdun le défendent, t'sais, parce que c'est quelqu'un, c'est Gilles Proulx, c'est une légende, puis aussi, ne serait-ce que parce que c'est quelqu'un d'un certain âge. Ouais. Donc, moi, j'avais peur. Imaginez ça, là, Gilles Proulx qui traite le gars de petit bâtard, il donne un coup de pied au Tim Hortons. Je sais pas, il semble y a de quoi que je me visualise la scène, puis c'est tout à fait savoureux. C'est sûr que c'est très drôle. Mais en même temps, ça dit quelque chose aussi sur. C'est un homme de son époque, là. Ouais. Mais il n'est pas victime de... Moi, par exemple, les messages que je reçois, c'est des étudiants de l'UQAM qui m'envoient des messages avec des... Je ne sais pas comment ils font, d'ailleurs, avec des adresses anonymes. Ils me disent, t'étais dans mon cours, je te suis, t'es une petite cochonnerie, ou j'ai des gens
qui m'envoie des trucs aussi régulièrement. Mais ça, par contre, je m'en plains pas du tout. Là. Je veux dire, vous recevez autant d'affaires que moi, j'en suis convaincu. C'est pas, il n'y a rien de spécial chez moi. C'est assez universel. Oui, c'est ça, voilà. Puis moi, je veux dire, honnêtement, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Gilles Proulx, c'est pas ça. Gilles Proulx, c'est pas cette génération-là ultra sensible. Ce sont des gens qu'il a réussi à choquer dans les années 80, 90, 2000. Ils en veulent encore. Qui en veulent encore. Des fonctionnaires, des gens qui travaillaient par exemple, dans la police, parce qu'ils critiquaient tout le monde. Ils critiquaient absolument tout le monde. Donc, des gens qui ont été sincèrement blessés, parce que 30, 40 ans plus tard, ils s'en rappellent encore, puis ils voient cet homme-là, puis ils disent « Ah, il est encore en vie, il n'est pas mort. » Fait que ça remonte à la surface. Mais écoute, Gilles Proulx, il voit ça comme moi, il me l'a déjà dit souvent, il voit ça comme une confirmation de l'effet qu'il a eu, puis de la réputation qu'il a, puis il est fier de ça, totalement. Moi, t'auras compris que j'ai malheureusement pas lu le livre. C'est ma femme qui a lu le livre. Pendant les fêtes, Frank l'a vraiment lu, lui, de son côté. Je me rappelle d'un bout qu'elle a lu, puis elle m'en a parlé, ça l'avait vraiment marqué. Parce qu'elle connaît un peu notre parcours, la droite libérale un peu de Québec, qui a toujours été spéciale dans le schéma de la pensée au Québec. On est toujours les méchants, peu importe ce qu'on fait. Mais Gilles et toi exprimez à un moment donné dans le livre la difficulté comme nationaliste de s'exprimer dans les médias. Et ça nous avait frappé parce que on dirait, tu sais, on connaît l'environnement québécois où est-ce que la droite nationaliste ou les nationalistes ont toujours eu plus de facilité à aller. Puis on percevait qu'il y avait une c'est comme si la liberté d'expression pour les gens un peu plus à droite ou du moins nationalistes, c'était vraiment difficile au Québec dans les médias, alors que c'est pas du tout la perception qu'on a de notre côté. J'aimerais ça que tu développes un peu là-dessus. Comment vous voyez les choses? Oui, je pense qu'en fait, d'ailleurs, en passant, Gilles Proulx a des mots très durs sur les gens de Québec. Tout à fait, oui. Dans le livre, on y reviendra. Si vous voulez, moi, j'estime que je vous défends à ce moment-là dans le livre, puis c'est pas parce que je le fais juste naturellement. Je pense qu'il y a tort là-dessus. Mais sur la question des nationalistes dans l'espace public, il faut évidemment que je pense qu'à Québécois, c'est très facile de trouver une niche puis de s'exprimer. Puis je pense pas qu'à Québécois, puis en fait, je vous le dis tout de suite, à Québécois, on n'empêche pas, on ne muselle pas les souverainistes. Mais Québécois n'est pas les médias. Puis ça, c'est souvent un... Même si tu prends une tarte, puis Québécois représente à peu près 60% de la tarte avec tous les magazines, le problème, c'est que ça reste juste un joueur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais que c'est peut-être une mauvaise façon de voir les choses parce que quelqu'un pourrait me dire « c'est à moitié de la tarte, Rémi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? » Mais c'est un joueur. C'est un joueur et il y a tous les autres joueurs qui, oui, mis ensemble, représentent peut-être même juste la moitié ou 40% de la tarte, mais l'enjeu, c'est les autres joueurs. C'est le nombre de joueurs où c'est difficile de rentrer. De qui je parle? Je parle évidemment de Radio-Canada, où à Radio-Canada, les nationalistes que vous allez trouver, parce qu'il y en a, ce sont des nationalistes, et là, je ne veux pas leur manquer de respect, parce qu'il y en a que je connais là-dedans, mais c'est des nationalistes qui ne sont pas des nationalistes, disons, avec le couteau entre les dents. Okay? Non, on est dans le soft, là. On est dans le soft, où, tu sais, c'est des gens qui sont très bons pour naviguer entre les eaux comme ça, mais ce n'est pas des gens qui vont faire un appel à la souveraineté du Québec sur un plateau, comme j'ai déjà entendu des gens faire des appels au fédéralisme canadien. Moi, je pense qu'à Radio-Canada, c'est pas évident de rentrer là. Et après, évidemment, tu as Novo, où j'en vois pas vraiment non plus. Moi, il est là le problème. Il est là le problème. Puis, je sais qu'il y aura toujours Québécois, mais le truc, c'est normalement, il devrait y avoir des nationalistes, comme il y a des gens de droite économique à Radio-Canada, soit dit en passant, vous le savez. Là, je veux dire, Jacinthe Evarel, je pense qu'elle se range du côté de la droite. On peut en parler si tu veux. Ce que je te dirais, c'est que ça achève. Ouais, c'est ça. Je pense que ça achève. On verra quand ça sera achevé, quand ils n'auront plus de micro. On en discutera, ça sera alors un sujet, mais d'ici là, on est pognés, nous trois, dans un cynisme où on dit « ça achève, ben oui, ils n'ont pas... » Non, mais moi, je sais que des nationalistes, à la Mathieu Bock-Côté, il n'y en a pas à Radio-Canada, puis je pense pas que c'est juste parce que il a critiqué 1001 fois Radio-Canada, puis je pense pas que c'est juste parce que moi aussi, j'ai critiqué 1001 fois Radio-Canada que j'ai pas ma place là, c'est que ça les dérange, ça dérange le système d'avoir du monde je pense que sont frontal. Je pense que ce qui est évident dans ce que tu exprimes,
c'est que la raison pourquoi on a de la difficulté à rentrer dans ces médias-là, ne serait-ce que pour faire un débat, je pense que c'est ça qui exprime le plus grand mal au Québec, c'est que le débat est complètement disparu. C'est rendu vraiment... Tu sais, il fut une époque où est-ce que les grands chroniqueurs de ce monde se répondaient à coups de lettres ouvertes dans les médias. Là. Une lettre dans la presse, une lettre dans le Journal de Montréal, tout ça. C'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Le droit de réplique est en voie de disparition. On voit des chroniqueurs attaquer frontalement certains politiciens. Le politicien demande un droit de réplique, ça n'arrive pas. C'est arrivé à Éric Duhem à plusieurs reprises. Donc, à un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, là, ça, il me semble comme société, c'est pas bon signe, cette affaire-là. T'expliques ça comment, au niveau de la société? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à débattre au Québec dans les médias traditionnels? Ben, je pense que c'est une mauvaise habitude qu'on a prise. C'est même pas une transformation de l'être humain ou profonde sur le plan sociologique. Je pense que pendant des années, on a trouvé une alternative au débat. On s'est dit, on n'est pas obligé de se parler, puis on a pris des mauvaises habitudes. Puis aujourd'hui, sur Twitter, par exemple, parce que moi, j'aime beaucoup Twitter, je plains une seule chose, c'est que c'est rendu que les gens s'adressent la parole de façon personnelle. Hein? On voit, par exemple, je vais dire n'importe quoi, Rémi Villemur va citer le tweet de quelqu'un et s'en prendre à la personne qui est en dessous. Je ne sais pas, moi, mettons Pablo Rodriguez. Là, puis il va s'attaquer personnellement à Pablo Rodriguez parce que les idées, juste s'attaquer sur les idées, c'est plus quelque chose qu'on fait tant que ça. Donc, la tentation est facile d'aller sur la personne. Ah, Pablo Rodriguez a dit qu'il a peur d'un référendum sur la souveraineté. Les insécurités et les peurs de Pablo Rodriguez, il faudrait qu'il aille voir un psychiatre, par exemple. Ça, je pourrais écrire un truc de même, là, moi, de même. Moi, j'y ai pensé hier, d'écrire un truc comme ça. Je me suis dit... C'est souvent le premier réflexe. Non, mais c'est ça, mais je me suis dit, c'est pas normal, parce qu'effectivement, Yann, dans un monde qui n'est pas si ancien que ça, j'aurais écrit un texte qui aurait répondu à un texte, et on s'en serait tenu à ça, puis ça aurait été mieux parce qu'on aurait été au niveau des idées, puis c'est mieux, honnêtement. On plane alors à plus haute altitude. Franchement, c'est mieux. C'est plus édifiant. Les gens, après, qui nous lisent, font comme « Ah, OK, on est dans les idées, on va aller observer les idées, on va comparer les idées et pas les individus. » Moi, je pense que c'est une mauvaise habitude, mais la bonne nouvelle, c'est que des mauvaises habitudes, ça se coupe, ça se transforme par des meilleures habitudes. On peut retrouver ça. Parce que quand j'étudie l'histoire des idées au Québec sur 20-30 ans, je ne la vois pas, la rupture où on aurait vraiment comme passé dans un nouveau monde. Je ne la vois pas, ça. Je pense que c'est juste, voilà. Est-ce que tu penses que le format de... Le format des médias, moi, c'est un truc que je remarque beaucoup. Les podcasts donnent l'occasion de longues discussions. Là, ça fait 17 minutes 30 qu'on jase. On a à peine parlé de 10% du contenu du bouquin puis des sujets qu'on voudrait aborder. Fait que tu vois que ça prend le temps long pour discuter de vrais sujets. Puis dans les médias, c'est drôle parce qu'il y a peut-être une semaine ou deux, on a passé des extraits de toi qui était une émission avec Stéphane Bureau où il y avait Catherine Dorion, l'ancienne mairesse de Gatineau, puis... c'était quoi? C'était sur Télé-Québec, dans le fond. Puis on regardait ça, puis tu ressens comme une espèce de frustration à regarder ça parce que tu te dis, mon Dieu, mais premièrement, il y a beaucoup trop de gens. C'est rien contre Stéphane Bureau, là, mais tu sais, il y a un panel avec comme 6 personnes. Tout le monde a comme 30 secondes de parole puis des répliques de 15 secondes où tu n'as pas le temps pantoute d'élaborer une idée. Il y a du public là-dedans. C'est des formats que je trouve qui sont plus adaptés à des discussions réelles sur des thématiques réelles. Puis même quand des gens bien intentionnés, je pense comme Bureau, essayent d'amener un peu de débat dans la société, ben le format des médias traditionnels ne s'y prête pas. On pourrait parler de la joute aussi, où là, t'es comme, OK, là, Boc-Côté sur son envolée, mais il reste 15 secondes, il faut passer à l'autre personne, puis après, oups, c'est fini. Mais c'est pas vrai que tu peux débattre de sujets de société en 1 minute 20. Là. Écoute, tu as entièrement raison, puis je devrais peut-être pas le dire, mais je m'en fiche, je vais le dire. Moi, quand je suis allé à l'émission de Stéphane Bureau, vous avez compris qu'il y a eu un montage. C'est pour ça que vous étiez frustrés. Je l'étais davantage que vous, parce qu'il y a eu toute une passe d'armes, entre 2 participants et moi. Un truc quand même assez gras, là. Puis ils ont coupé. Ouais. Ils ont coupé. Et quand j'ai regardé, parce qu'on ne m'a pas dit, quand je suis sorti de là, on va couper ça, je t'avertis tout de suite. Moi, je suis parti de là. Il était tard, là, c'était un vendredi, il était quasiment rendu minuit. Tu étais probablement fier de ta shot.
Ben écoute, au moins je m'étais dit, je me suis déplacé sur un plateau de télévision où on a vécu un truc, là, c'était de la télé, de tout le monde en parle des années 2000 à 2010, là. Tu sais, les belles années où ça se pogne, là. Puis je suis parti de là, je suis allé dans un party de famille. Puis là, tout le monde me demandait. Puis j'étais comme, hey, je vous le dis, ça va être quelque chose. Puis le soir, 2 mois plus tard, quand ils ont diffusé l'émission, moi, j'étais chez nous à regarder ça sur la télévision et j'ai constaté qu'ils nous avaient patenté un truc insipide, sans aucune saveur, sans aucune couleur. Puis j'ai écrit aux recherchistes pour lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Êtes-vous sérieux? Vous aviez quelque chose de croustillant, de bon. Votre émission s'appelle Une époque formidable. Faites donc quelque chose de formidable. Puis il m'a dit, écoute, c'est pas la décision de Stéphane, c'est pas la mienne non plus. Puis, tu sais, le gars, je pense qu'il aurait voulu garder ça, mais ça fait de la télé plate, effectivement. Le format, tu as tellement raison, Frank. Puis, je pense que les podcasts, moi, ça m'a pris longtemps avant de l'accepter. Puis, il y a quelques mois à peine que je l'ai compris, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que quand on regarde de la vieille télévision, même la vieille télévision de Radio-Canada, les années Denise Bombardier, là, Daniel Pinard est mort il y a quelques mois, il y a des vieux extraits de télévision qui sont sortis. C'était de la vraie télé où on s'assoyait l'un face à l'autre et ça durait longtemps. Il y avait moins de pauses publicitaires, il y avait moins d'espèces de mise en scène bidon avec de la musique, avec des décors qui tournent en rond, puis tout. C'était de la discussion, de la conversation. Puis des fois, il y avait des longueurs. Puis tu sais quoi? On s'en sortait. Parce qu'après la longueur, venait quelque chose de plus consistant. Puis c'est la vie. Ça va être peut-être ça tantôt quand on va parler. Puis c'est tout. C'est vrai, en fait. Puis moi, je pense que les médias ne seront pas capables de s'adapter à ça. On a appris il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, à RDI, ils ont allongé les formats. Ils ont décidé de donner 1 heure de plus à l'émission de Patrice Roy puis à l'émission de Gérard Filion. Ouais. Puis les gens de Radio-Canada, le syndicat des travailleurs de Radio-Canada a commencé à se chier dessus, à se dire « Oh mon Dieu, sont-ils en train… » Ben oui, ils sont sortis sur la place publique pour dire que c'était une mauvaise idée parce que c'était de mettre la conversation avant l'information. Non, c'est vrai, j'invente rien. Ils ont dit « On a peur qu'on essaye d'imiter les podcasts, mais pourtant… » Le diffuseur fait juste essayer de sauver sa peau. Il a bien compris que les gens ne sont plus capables d'un entretien avec un expert où ça dure 8 minutes, mais ça devrait durer une demi-heure. Ça devrait durer 35 minutes. Il devrait y avoir 2 personnes sur le plateau, pas juste une, puis pas toujours la même maudite personne, pas toujours Charles-Philippe David. Colin, on n'est plus capable. On n'est plus capable. On va voir quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Écoute, on vit toutes sortes de… On sent l'anxiété de la population monter. On sent, évidemment, l'épisode de la COVID est absolument pas négligeable. Mais moi, avec ce qui se passe avec Trump, je veux dire, je suis dans le conseil financier 80% de ma journée, généralement. Puis, veux pas, je m'abreuve un petit peu plus de nouvelles financières. Et honnêtement, depuis l'élection de Trump, c'est tranquille la paix, là. Tu sais, je veux dire, sur les marchés financiers, son élection n'a pas été un problème. L'annonce des tarifs éventuels entre le Canada et le Mexique n'a pas été un problème sur les marchés financiers parce qu'on se doutait qu'ils n'y arriveraient pas. Puis on a vu que finalement, ils ne sont pas arrivés. Puis là, en fin de semaine, là, on repart dans l'hystérie parce que là, on annonce des tarifs très spécifiques, très, très ciblés vers l'aluminium puis l'acier. Puis je regarde mes marchés financiers puis c'est assez tranquille. Mais quand tu regardes les médias, c'est l'hystérie la plus complète et la plus totale. Je me dis, si des gens qui ont de l'argent en jeu présentement ne sont pas en train de paniquer, pourquoi des gens qui n'ont absolument rien en jeu sont en train de paniquer? Ben, la raison, c'est qu'on ne présente pas suffisamment l'ensemble du portrait à la population. Je pense que la population est désinformée au niveau de tout ce qui se passe. On comprend mal les stratégies évoquées. La seule stratégie qui est évoquée, c'est que le bonhomme orange de l'autre bord, il est malade mental. Je veux dire, ça manque un peu de profondeur dans l'analyse. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Pour vrai, là. Parce que je pense qu'il y a moyen d'expliquer ce qui se passe sans tomber dans la psychiatrie. Oui. Il y a un vieux premier ministre canadien qui avait dit, il y a presque 200 ans, un truc qui, moi, m'a toujours hanté parce que c'est tellement méchant à l'endroit des Québécois, mais je pense que des fois, il a raison. Il avait dit, les Québécois n'ont pas d'opinion, ils n'ont que des émotions. Et c'était Laurier qui avait dit ça. Hein? C'est Laurier, c'est le premier ministre canadien-français qui a pris le pouvoir en 1896. Donc, un peu moins de 200 ans, on s'entend, là, mais quand même. Il avait dit, donc, c'est ça, qu'on n'avait que des émotions et pas des opinions.
Moi, je pense qu'il était cynique parce que je pense honnêtement que c'est à peu près le cas de toutes les sociétés occidentales. Tout à fait. Tu sais, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on a été particulièrement lâche pendant la COVID. Je sais qu'il y a des gens qui m'en grimpent dans le rideau quand je dis ça. Puis ils disent, voyons, on était les seuls à faire ça. Non, on n'était pas les seuls à faire tout ce que tu décris comme Il y a eu des degrés, disons, qui se sont passés un peu partout. Voilà. Les Ontariens étaient presque pires que les Québécois. Je comprends le point. Là. Comme en ce moment, l'hystérie, je veux dire, on voit certains commentateurs anglophones, si tu les appelles Jacques Tremblay, je pourrais les inclure au Québec. Fait que c'est un truc qui est canadien, là, je dirais. Mais en fait, c'est un truc qui est spécifiquement... Je pense que Laurier s'est trompé dans une chose, c'est que ça concerne aussi les Canadiens anglais, cette affaire-là. Parce que, tu sais, nous autres, pour le podcast, on fait une revue de presse quand même relativement internationale. Je lis des nouvelles américaines, un peu de médias européens. Et de très loin, l'endroit sur Terre où on parle le plus de Trump, c'est pas en France, c'est pas en Angleterre, c'est pas au Mexique, c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada. C'est impossible en ce moment de lire aucun journal canadien, que ce soit le Toronto Sun, le Toronto Star, National Post, Western Standard, le Journal de Montréal, peu importe quel média vous prenez, c'est un article sur deux parle de Donald Trump. Et ça, ce n'est pas vrai pour le reste. Je ne sais pas ce qui se passe au Canada. Probablement notre infériorité par rapport à notre infériorité économique et notre dépendance par rapport aux États-Unis qui explique ça. Mais à un moment donné, ça devient extrêmement anxiogène pour les gens là, dans la population. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment. Là, probablement que le père, le sœur ou peu importe qui en fin de semaine les a appelés ou leur a parlé. Puis est en totale panique là, avec ce qui se passe en ce moment. Là. C'est un peu inquiétant, en fait. Oui, mais les tarifs, ils ne menacent pas les Français d'en mettre sur leurs produits. Si tu essaies de comprendre pourquoi au Canada, on en parle plus que dans un pays qui ne fait pas partie des pays menacés par Trump, moi, je te dirais que la réflexion n'est pas obligée d'être aussi longue que ça. S'ils menacent le Canada, concrètement, avec des tarifs, ben, c'est peut-être ici qu'on va en parler davantage, d'autant plus qu'on est le voisin immédiat, d'autant plus qu'il veut annexer, a-t-il dit, le Canada. Donc, non, mais je vais te donner un autre exemple, Rémi. Sortons de l'histoire des tarifs. Là. Quand il y a eu la fameuse affaire de Elon Musk a fait un salut nazi. Bon. OK. Écoute, on parlait de ça dans tous les médias québécois, matin, midi, soir, et je me suis amusé pour le plaisir de la chose à aller lire les médias israéliens. Je me suis dit, s'il y a un endroit sur Terre où on va parler de quelqu'un qui fait un salut nazi, ça va être dans le Jerusalem Post, ça va être dans les journaux israéliens. J'ai trouvé 2 articles dans 3 journaux cette journée-là qui parlaient de ça. Ici, c'était tapissé dans tous les panels de télé, tous les journaux. Là, je me disais, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez nous. Qu'est-ce qu'on a à être obsédé par ce qui se passe aux États-Unis à ce point-là? Il y a une fascination presque morbide, en fait. Là. Ben, il se passe pas grand-chose au Québec, là. Non. Tu sais, c'est un média, ça remplit des trous, ça vend de l'information. Non, mais c'est vrai, ça vend de l'information. Tout à fait. Donc, s'il ne se passe pas grand-chose, si on n'est pas en campagne référendaire, s'il n'y a pas eu un incident comme à Lac-Mégantic, s'il n'y a pas eu une vague de féminicide, s'il ne se passe rien, alors qu'en Israël, il y a quand même une guerre, ben, je veux dire, on tourne en rond un peu, puis on pogne quelque chose, puis on fesse dessus. Puis là, c'est Trump. Là, c'est Musk. Puis on n'est pas bien surpris. Je veux dire, c'est le pain puis le beurre des médias. C'est vendeur au bout. OK, les gens cliquent là-dessus, ça n'a pas d'allure. Moi, je regarde les titres. On le voit dans nos chiffres. Ben voilà, tu sais, puis ça marche aussi pour vous, j'imagine. J'imagine que votre contenu depuis quelques semaines, en fait, j'imagine, mais je vous écoute régulièrement. Donc, je le sais que ça tourne de plus en plus autour de ces notions-là. Heureusement, vous arrivez avec un point de vue qui est différent. Vous dites, regardez, on va en parler, mais on va en parler différemment. On va vous montrer, en fait, qu'il est possible d'en parler d'une autre façon. Tant mieux, merci de faire ça, les gars. Mais il y a une hystérie, je pense que c'est le bon mot, effectivement. On capote complètement, puis on ne voit plus clair. Puis moi, je pardonne aux Québécois. Je parle du citoyen lambda, là, Jacques Tremblay. Je lui pardonne d'être dans l'hystérie puis de capoter. Lui, il n'y a pas juste ça à faire à tous les jours, de s'asseoir 2 secondes dans son sofa puis de se dire « je fais la part des choses ». Lui, non, là, sa vie, là, ça défile, OK? Hein, vous le savez, les gars, hein, t'as des enfants, ça va. La vie, ça va vite de même comme ça. 80% du temps, quand ça va bien, cette personne-là est indifférente à la politique. Ben voilà. Moi, par contre, il y a une affaire, c'est que je ne pardonne pas aux journalistes d'alimenter ça. Je ne pardonne pas aux journalistes de ne pas regarder la bourse, effectivement, puis de ne pas écouter les gens qui disent à la bourse
on calcule à peu près à 10 % la probabilité que Trump aille de l'avant avec les tarifs. Hey, 10 ça veut dire qu'il n'y en aura pas de tarifs. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, ça, c'est pas du tout la même nouvelle que l'autre nouvelle, là. T'sais. Non, mais, donc, je pense qu'il devrait y avoir une part des choses, puis c'est ça du journalisme. C'est exactement ça du journalisme. Le journalisme, c'est de la sagesse, c'est une recherche d'information, on laisse l'orgueil de côté et l'ego en premier lieu, puis on va de l'avant avec une information qui est digérée, qui est courageuse. Mais là, je viens de vous parler de courage, les gars. Ouais, on laisse tomber. Mais on dirait qu'il y a une pression pour se conformer à un moment donné, il y a un récit qui apparaît, puis si tu ne te conformes pas à ça, il y a comme un châtiment, entre guillemets, social. Je vais prendre un exemple. Je sais que tu as fait une chronique là-dessus, fait que tu vas avoir des choses à nous dire. Là. Mais l'organisme Gris Québec, c'est ça? Gris Montréal. Gris Montréal. Bon, évidemment, Gris Montréal. Québec, ça ne faisait pas. Gris Montréal a sorti un papier disant, dans un premier temps, ils n'ont pas rendu public les résultats, puis tout le monde commençait à en parler. Donc, on a un papier au Québec, une étude, qui nous dit que quand tu regardes les questions, il y a de plus en plus de jeunes qui se sentent mal à l'aise si leur meilleur ami leur confie à être homosexuel ou lesbienne. Donc, un papier. Là, ça a amené à 50 articles de journaux qui parlent de ça, montée fulgurante de l'homophobie chez les jeunes, tout ça. Et ça a débouché, en fin de semaine dernière, sur un vote à l'Assemblée nationale où on voulait avoir l'unanimité sur une motion de Québec solidaire condamnant la montée de l'extrémisme homophobe chez les jeunes ou je sais pas trop. Et là, le PQ a décidé de ne pas embarquer dans le jeu. Et Ils sont allés aux toilettes. Ils sont allés aux toilettes pendant le vote. Ils se sont abstenus. Et là, sur Internet, là, c'était le délire total, le retour des vieux mononcles cochons. Et là, moi, je capotais. Je me disais, mais c'est de la pure folie. Là. Est-ce que vous comprenez qu'on est en train d'embarquer le Québec dans un débat de fond sur le fait que les jeunes seraient de plus en plus intolérants et homophobes sur la base d'un papier à la méthodologie douteuse? Et là, on pointe du doigt un parti politique parce qu'il est le seul à ne pas vouloir embarquer là-dedans dans une espèce de circle jerk Ah, puis ils n'ont pas voté contre, là. Non, c'est ça. Ils sont allés aux toilettes. Moi, ce genre de phénomène-là me fascine, dans le sens que c'est la seule personne qui embarque pas dans le jeu, c'est elle qui est coupable. C'est comme si, de manière un peu malsaine, c'était rendu le PQ qui était coupable de la montée de l'homophobie chez les jeunes. C'est fou, là. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cet épisode. Non, mais moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui est proche de ce qui s'est passé. Puis, écoute, le PQ a voulu faire preuve d'intégrité. C'est-à-dire, eux, ils avaient bien suivi le dossier, ils avaient bien suivi le fait que c'était une mauvaise étude, mal faite, malhonnête, faite par des idéologues. Donc, on va pas... Oui, on est contre l'homophobie. Ben oui. Puis d'ailleurs, au Parti québécois, je veux dire, il y a une aile dont vous êtes au courant, une aile progressiste assez influente qui aurait bien voulu que le PQ aille dans ce sens-là, sauf que les jeunes ont sorti là-dessus en fin de semaine, si je ne me trompe pas, le comité jeunesse. Mais les gens qui ont décidé de s'abstenir étaient bien au courant qu'il fallait prendre la décision qui était la décision juste. Et la décision juste, c'était de prendre une position courageuse, même qui allait passer pour une décision complètement mononcle, mais on se positionnait sur une affirmation qui reposait sur de la foutaise. Donc, mais ça prend du travail intellectuel pour assimiler tout ça. Et les journalistes auraient dû mieux présenter la nouvelle. Comme ça, le PQ n'aurait pas eu l'air d'un espèce de parti de mononcle, alors que ce n'est pas le cas. OK? Ils peuvent commettre des erreurs. Ça leur arrive souvent comme n'importe quel parti d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est pas... Ça prend un petit peu de travail. Puis l'être humain est paresseux, on le sait, mais le journaliste n'a pas le droit d'être paresseux. Moi, le journaliste, pour moi, là, tu sais, je suis dans les Tintins, là, ces temps-ci, des Tintins que j'ai lus 1500 fois dans ma vie. Mais quand j'arrive au mois de février, comme ça, je sais pas, je pogne un petit blues, là, je sais pas, l'année vient de commencer pourtant, mais je me tape toutes des Tintins, ça fait du bien à l'âme. Puis Tintin, là, la raison pour laquelle on aime Tintin, c'est que Tintin, il est courageux. Tintin, là, quand il faut pas qu'il aille dans ce coin-là, tu sais, au début de chacun des volumes de Tintin, là, il y a un petit quelque chose qui ne tourne pas rond. Puis Tintin, il décide d'y aller, puis des fois, son chien, il lui dit... Tintin, là, on est posé, là, ça va bien, là. Tu pourrais pas faire preuve d'un peu moins de curiosité pour une fois. Puis Tintin, il saute, il y va. Mais c'est ça qu'on attend de nos journalistes. On attend du courage. Puis, je viens de vous dire, le courage, on oublie ça.
Mais alors, un petit peu de vaillance, un petit peu de méthode de travail comme ça c'était un faux scandale. Puis tout le monde était capable de le savoir, il suffisait juste de chercher un petit peu. Mais si les journalistes choisissent de mettre un titre qui est mensonger, en sachant très bien que Jacques Tremblay, il a eu une grosse journée, puis il n'a pas le temps même de peser là-dessus puis de se renseigner, bien, le journaliste, il sait ce qu'il fait, là. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait que ce qui est dans l'article, parce qu'il ne peut quand même pas mentir, quoique. Hein? Ouais. Il peut quand même pas mentir. Ben, il sait que le titre, c'est sa responsabilité à lui de résumer ce qui se passe le mieux possible en un titre, mais ils ne le font pas parce qu'il y a de la paresse. Ouais. C'est bien dommage. Voilà. Puis écoute, avant de passer de l'autre côté, on avait préparé quand même... T'sais, on peut pas mentir dans le podcasting, mais on est aussi dans la game du clickbait. Fait qu'on avait préparé une image pour le podcast qu'on voulait te présenter. Ben oui, on hésite encore à la mettre ou pas pour avoir des clics. Ben oui, c'est parce que j'ai écouté l'entrevue que tu as donnée avec notre ami Jason Bajada. Puis à un moment donné, tu as dit, il y a des jeunes quand même qui écoutent, puis de plus en plus des jeunes, ils me disent, tu ressembles à un tel, tu ressembles à un tel. Fait que là, je me suis dit, peut-être qu'on aurait plus de clics. Si j'utilisais cette photo-là, peut-être qu'on aurait plus de clics à leur nouveau média. Vous avez mon consentement, les gars. Moi, je trouve ça vraiment... Je trouvais ça trop drôle. C'est très bon. Oui, allez-y. Mais, c'est une petite blague, mais écoute, quand on va passer, là, on s'en va pour les membres payants dans quelques instants, mais je l'annonce aux gens parce que je veux vraiment que tu nous racontes la fameuse... Parce que nous, on en avait beaucoup parlé dans le podcast quand c'est arrivé, mais la fameuse histoire que Québec solidaire avait porté plainte contre Gilles Proulx quand il avait supposément attaqué GND puis tout ça, et ça avait donné tout un cirque. Et tu t'es entretenu avec lui de ça dans vos entretiens au bar qui a donné, à la taverne, je devrais-je dire, qui a donné lieu à ce livre-là. Et je pense que c'est le fun d'y revenir parce que ça fait quand même, 2 ans de ça? 3 ans peut-être? Ouais. Et moi, j'en suis pas revenu là, de ce qu'il te raconte là-dedans et de ce que vous jasez. Là. Donc, on va en parler dans quelques instants. Ben oui. Suivez-nous de l'autre côté de la clôture avec Patreon, 50% de rabais jusqu'au 14 février. Fait qu'il vous reste 4 jours pour bénéficier de ce mois à 50%. Merci, on se voit de l'autre côté.